Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 2 d'économie-consommation dans le BTS Économie sociale familiale sur les revenus des ménages. Alors on va commencer comme toujours par le sommaire. Tout d'abord on parlera des revenus primaires et secondaires. On parle de revenus des ménages, donc forcément on doit parler ici de revenus primaires et secondaires. On parlera des primaires pour commencer, des secondaires ensuite. On parlera ensuite du concept de redistribution, où il y aura pas mal de théories économiques, on parlera des courants de pensée qui s'affrontent, du fonctionnement du budget de l'État, et enfin des deux grands types de redistribution. Et on finira par les limites de la distribution. Les trois principales limites de la distribution. Est-ce qu'elle réduit correctement les inégalités? Qu'en est-il de la pauvreté? Et quelles sont aujourd'hui les difficultés de financement de la protection sociale? En fait, pour qu'il y ait politique économique, il faut qu'il y ait un excédent, donc une valeur ajoutée. On a vu la valeur ajoutée dans le chapitre précédent. Et quand l'activité économique crée plus de ressources qu'elle en a besoin pour survivre, eh ben on se demande, ce surplus, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va le répartir entre les agents économiques? Parce que chacun va vouloir sa part. Et c'est là qu'on rentre dans le cas des revenus. On commence donc par le grand 1, les revenus primaires et secondaires. On distingue deux grands types de revenus. Les revenus primaires, qui correspondent aux revenus des agents économiques qui sont liés à la répartition de la valeur ajoutée, et les revenus secondaires, qui eux sont les conséquences de la redistribution. C'est ça qu'on va étudier. Alors commençons par les revenus primaires. Comme leur nom l'indique, ils sont issus de la répartition primaire, c'est-à-dire du partage de la valeur ajoutée. Pour rappel, la valeur ajoutée, vous partez du chiffre d'affaires, donc du total des ventes réalisées par l'entreprise. Vous enlevez les consommations intermédiaires, c'est-à-dire les achats faits auprès d'autres entreprises, et il vous reste la valeur ajoutée. Et en fait, cette valeur ajoutée, elle va être redistribuée aux différents acteurs qui ont aidé à sa création, en contrepartie de ce que ces acteurs ont fait pour l'entreprise. Donc les salariés touchent un salaire en contrepartie d'un travail, l'État touche des impôts et taxes parce qu'ils fournissent des services publics, les banques touchent des intérêts parce qu'elles prêtent de l'argent, les actionnaires touchent des dividendes parce qu'ils ont apporté de l'argent à l'entreprise, et l'entreprise, elle va garder une partie de cette valeur ajoutée pour elle, pour pouvoir continuer de grandir. Voilà en tout cas l'essentiel. Il faut savoir qu'il y a aussi l'Union européenne qui va récupérer une partie de cette valeur ajoutée. Alors, sur les environ 450 milliards d'euros de dépenses en 2022, il y avait 26 millions, j'ai dit millions, milliards, 450 milliards d'euros de dépenses en 2022 dans le budget de l'État, il y a 26 milliards qui sont partis pour l'Union européenne. Mais en fait, l'Union européenne, elle reverse plus ou moins complètement cet argent via la politique agricole commune et d'autres politiques communes par le Fonds social européen. Donc en fait, on ne compte pas vraiment l'Union européenne quand on explique le partage de la valeur ajoutée, parce que globalement, l'argent qu'on lui donne, on le récupère au bout d'un moment. Seulement, le partage de la valeur ajoutée crée des conflits. Cette répartition primaire, elle est très inégalitaire à cause de plein de facteurs pour lesquels les personnes n'ont pas forcément de prise. De même, comparer la rémunération souvent très forte d'un trader dans une salle de marché qui achète et revend des titres pour gagner de l'argent sur leur revente, et la rémunération d'un métier dont l'utilité sociale est très forte. Travail social, enseignement, infirmerie, et qui ont un fort impact sur le bonheur national. La plupart du temps, c'est le trader quand même qui va gagner beaucoup plus, même si socialement, l'utilité sociale de son métier est quand même pas la même, beaucoup plus faible que celui d'un travailleur social par exemple. En fait, le conflit le plus connu dans la répartition de la valeur ajoutée, c'est le conflit entre les salariés et les actionnaires. Alors, petite histoire, on va remonter assez loin, en 1999, l'entreprise Michelin a fait une grosse bêtise. Le même jour, elle a annoncé une hausse de son bénéfice, donc fantastique, hausse de son bénéfice, l'entreprise est super bonne, et en même temps un plan de licenciement, pour essayer d'être aussi rentable que son concurrent japonais Bridgestone. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas le cas, si l'entreprise n'arrivait pas à être aussi rentable que Bridgestone, les actionnaires ils iraient plutôt chez Bridgestone et puis ils laisseraient tomber Michelin. Parce qu'ils gagneraient donc de meilleurs dividendes là-bas. Ces licenciements boursiers, c'est les délocalisations, tout ça c'est des éléments qui montrent les conflits entre le travail et le capital. Depuis 30 ans environ, le partage de cette valeur ajoutée, il est stable. On a 2/3 à peu près de la valeur ajoutée qui va pour les salariés et 1/3 pour les actionnaires. Globalement, en faisant fi, on va dire, de tous les autres bénéficiaires. Mais depuis quelques années, le partage de la valeur ajoutée se modifie au détriment des salaires.
sous l'influence de plusieurs facteurs comme le progrès technique. On remplace les humains par les machines, donc forcément les humains on en a moins besoin, et la mondialisation qui conduit à une recherche permanente de bas niveau de salaire pour pouvoir rester compétitif. Alors, ne vous préoccupez pas vraiment de l'animation qu'il y a eu au niveau des 2 billets, hein. Ça ne veut pas dire que maintenant les actionnaires gagnent 2 fois plus que les salariés. C'est juste que j'ai pas pu faire une animation différente pour montrer que la part des salaires diminue un peu et la part des dividendes augmente un peu. PowerPoint m'a permis uniquement d'aller à l'extrême. Donc, vous m'excuserez pour cette animation un peu caricaturale. Alors, passons maintenant au vif du sujet. Quels sont les revenus primaires des ménages? En fait, les revenus primaires des ménages, ils sont composés des revenus du facteur travail, donc les revenus d'activité, et ceux du facteur capital, les revenus du patrimoine ou les revenus de la propriété. Et en fait, on va juste rajouter un petit élément entre les deux, c'est ce qu'on appelle les revenus mixtes. On verra juste après ce que c'est. Dans les revenus du capital, on va distinguer les revenus de la propriété immobilière et les revenus de la propriété financière. Et donc, maintenant, vous allez vous demander qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Déjà, les revenus du travail, c'est les salaires et traitements. Alors, petit point vocabulaire, un salaire, c'est ce que vous touchez quand vous êtes salarié dans une entreprise privée. Un traitement, c'est ce que vous touchez quand vous êtes fonctionnaire. Alors, dans la vie de tous les jours, on dit un salaire, on dit la paye, tout ce que vous voulez. Pas grand monde utilise le mot traitement dans la vie de tous les jours, mais c'est le nom officiel. Les revenus mixtes, en fait, on les appelle mixtes parce qu'ils sont entre les revenus du capital et les revenus du travail. C'est les honoraires, donc c'est ce que touchent les professions libérales, donc les experts comptables, les architectes, les avocats, etc. Et on a aussi les bénéfices des entrepreneurs. En fait, on appelle ça un revenu mixte parce qu'on va prendre l'exemple de l'entrepreneur. C'est un revenu qui va rémunérer son travail, parce que il travaille, c'est sa propre entreprise, donc il travaille dedans, c'est un revenu du travail. Mais en même temps, c'est aussi un revenu du capital parce qu'il est propriétaire de sa propre entreprise, donc c'est un revenu de la propriété aussi. Donc, on n'a pas voulu s'embêter, on a dit on va créer une troisième catégorie entre les deux, et c'est les revenus mixtes. Vous avez ensuite dans les revenus de la propriété immobilière, ça c'est tout ce qui est lié à l'immobilier, comme son nom l'indique. Donc c'est les loyers que vous allez percevoir, vous êtes propriétaire d'un logement, vous le louez à quelqu'un, on vous paye un loyer, voilà, c'est un revenu du capital. Revenu de la propriété financière, par contre, ça va être les intérêts et les dividendes. Les intérêts, c'est ce que vous recevez en échange d'obligations, et les dividendes, c'est ce que vous recevez en échange d'actions. On va voir ça juste après. Et au niveau de la répartition, les revenus du travail et les revenus mixtes, c'est à peu près 83% aujourd'hui des revenus primaires des ménages, et les revenus du capital, c'est 17% à peu près. Bon alors, peut-être même que depuis le chapitre précédent, vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que ces intérêts, qu'est-ce que c'est que ces dividendes? C'est le moment d'expliquer. En gros, vous avez ici la distinction entre une action et une obligation. On va commencer par l'obligation. L'obligation, c'est un titre de créance, c'est-à-dire un morceau d'emprunt souscrit par un agent économique. Quand vous allez à la banque pour demander un emprunt, vous demandez 1 million d'euros à la banque. La banque vous prête 1 million d'euros et vous remboursez à la banque tous les mois plus des intérêts. Et bien en fait, les entreprises, elles ont le droit de faire un emprunt qu'on appelle un emprunt obligataire. Le principe d'un emprunt obligataire, en fait, c'est tout bête, c'est vous n'allez pas demander à une personne de l'argent, vous allez demander à plein de personnes. Et en fait, chaque personne qui va vous donner un petit peu d'argent, vous allez lui donner en contrepartie une obligation. Cette obligation, ça va être... alors, imaginez, bon maintenant c'est plus comme ça, mais imaginez, c'est un petit papier sur lequel il y a écrit Monsieur X a bien donné 100 euros à l'entreprise Y, il récupérera ces 100 euros dans 10 ans, et en contrepartie, chaque année, pendant les 10 ans, il va toucher 2 euros d'intérêt. Donc en fait, le ménage a donné de l'argent à une entreprise, à une organisation, l'organisation va lui rendre de l'argent plus des intérêts. C'est comme si le ménage, c'était une mini-banque pour l'entreprise. Et donc, quand on fait ça, on reçoit une obligation. L'action, c'est le terme qui est un peu plus connu la plupart du temps, ça c'est un titre de propriété, c'est un morceau de capital d'une entreprise. En fait, le fonctionnement des entreprises, le fonctionnement du capital, c'est que toute personne peut apporter de l'argent à une entreprise, si c'est disponible évidemment, pour pouvoir recevoir en contrepartie une ou plusieurs actions, selon le montant que vous avez donné. Et si vous possédez ne serait-ce qu'une action, vous êtes propriétaire d'un petit morceau
du capital de l'entreprise. Et vu que vous êtes propriétaire d'un morceau du capital de l'entreprise, vous allez avoir déjà un droit de vote, mais vous allez surtout avoir droit à des dividendes. Et un dividende, c'est un tout petit morceau du bénéfice réalisé par l'entreprise que vous allez pouvoir toucher. Donc voilà ce que c'est qu'une action. C'est, vous avez apporté, je vais dire n'importe quoi, 20 euros à une entreprise, et justement une action ça coûte 20 euros, vous avez donc acheté une action à 20 euros. Vous êtes propriétaire peut-être d'un millionième de son capital, mais quand vous allez avoir la fin de l'année, que l'entreprise va dire, bah voilà, on a fait tant de bénéfices, chaque action donnera droit à 5 euros de dividendes, et ben vous avez une action, vous allez toucher 5 euros. Par contre, vous vous doutez que la personne très riche qui possède 1000 actions, ben elle va plutôt toucher 5000 euros, plutôt que 5 euros ce que vous avez touché. Mais voilà donc la différence entre une action et une obligation, et donc la différence entre des intérêts et des dividendes. Des dividendes, c'est la rémunération de la possession d'une action, donc de l'argent que vous avez donné à une entreprise pour pouvoir lui acheter un morceau du capital. Et une obligation, c'est parce que vous êtes la mini-banque, une des mini-banques, d'une entreprise, que vous lui avez donc prêté de l'argent, qu'elle va vous le rendre, mais qu'elle doit vous payer, comme dans n'importe quel emprunt, des intérêts tous les mois ou tous les ans. Alors parlons maintenant des inégalités de salaire. Et commençons déjà par la distinction entre le salaire moyen et le salaire médian. Le salaire moyen, en 2018, c'était 2310 euros par mois. C'est simplement la moyenne de tous les salaires. Vous prenez tous les salaires, vous les additionnez, vous divisez par le nombre de salariés, et voilà. Le salaire médian, lui, il était de 1848,67 par mois. Si vous avez des souvenirs de statistiques, la médiane, c'est ce qui coupe la population en deux parties égales. Donc le salaire médian, ça va être le salaire qui coupe la population en deux parties égales, c'est-à-dire 50% de la population va toucher moins que le salaire médian, et 50% va toucher plus. Et en fait, dans la pratique, on va plutôt utiliser le salaire médian, parce que les salaires moyens, ils ont tendance à être tirés vers le haut par les rémunérations extrêmes. Une rémunération extrême vers le bas, ça va être 100 euros, 0 euros. Par rapport à une moyenne de 2000, c'est pas énorme. Mais quand vous allez dans l'extrême vers le haut, c'est pas forcément 4000. Ce sera plutôt du 10 000, du 15 000, et parfois dans certains cas du 100 000, 200 000. Donc voilà pourquoi on utilise plutôt le salaire médian qui est quand même moins, qui est corrigé, on va dire, qui est corrigé des rémunérations extrêmes. On peut aussi donc voir le problème qu'il y a par rapport aux inégalités de salaire entre sexes. Actuellement, on est encore sur le cas de les femmes touchent un salaire en moyenne 22% plus faible que les hommes. Pourquoi? Les études ont été faites, on sait d'où ça vient. Il y a un tiers qui vient à cause des différences de durée de travail. Les femmes ont tendance à souvent avoir du temps partiel, souvent du temps partiel subi, malheureusement. Et les 2 tiers qui restent viennent du type d'emploi, de secteur, de postes différents, où vous avez les femmes qui vont plutôt se retrouver dans des emplois qui sont socialement moins bien vus. Vous avez moins de chances de trouver des femmes dans des hauts postes à responsabilité, et c'est ça, en grande partie, qui va expliquer cette différence de salaire. Et cette répartition primaire, donc, on le voit, pose des problèmes à cause des inégalités entre les femmes et les hommes, les inégalités, il y en a aussi entre métiers, et tout ça, ça va entraîner un certain niveau de pauvreté. L'État va donc devoir agir pour réduire ces inégalités par le principe de la redistribution et de la répartition secondaire. C'est maintenant qu'on va rentrer dans les revenus secondaires. Et pour ça, on va commencer par le SMIC. Alors, je commence tout de suite par prévenir, non, le SMIC, ce n'est pas un revenu secondaire, c'est un revenu primaire. Mais, vu qu'il y a une législation qui fixe le montant de ce SMIC et que ça fait partie de la politique de revenus de l'État, ça rentre indirectement dans la redistribution au sens très large, dans le sens vraiment du partage. Le SMIC au 1er août 2022, alors ça a changé depuis, depuis on est passé à 11,27. Donc en août 2022 c'était 11,07. Là je fais cette vidéo, on est le 18 février 2023, là je crois qu'on est passé à 11,27. Ça c'est le SMIC brut horaire. Donc sur la base de la durée légale du travail qui est de 35 heures hebdomadaires. On l'a beaucoup fait augmenter depuis début 2022 à cause de l'inflation importée des produits ukrainiens. Et donc qu'est-ce qui fait que ce SMIC il est à 11 euros actuellement brut? Il est indexé déjà sur le coût de la vie des 20% des ménages les plus pauvres. Si on remarque que ce coût de la vie des 20% les plus pauvres augmente de 2%, on va augmenter le SMIC de 2%.
On a aussi la croissance annuelle du pouvoir d'achat des ouvriers, ceux qui ont un travail principalement manuel, et des employés, ceux qui ont un travail principalement intellectuel. Le gouvernement, en fait, il doit augmenter le taux du SMIC d'au moins la moitié de cet accroissement. Si on remarque que le pouvoir d'achat a augmenté chez les ouvriers et les employés, on va aussi un peu augmenter le SMIC. Et enfin, le gouvernement, il peut aussi décider de l'augmenter sans raison. C'est ce qu'on appelle le coup de pouce. Vous entendez peut-être parfois justement le terme de « le gouvernement a décidé de mettre un coup de pouce au SMIC ». Ce coup de pouce, c'est le choix que le gouvernement peut dire « bon voilà, le SMIC, on va l'augmenter de 10 centimes bruts ». Et en fait, cette loi, elle va obliger les entreprises, créatrices de richesse, à verser une part sociale de leur valeur ajoutée, et non le nécessaire de subsistance qui aurait été donné par la loi du marché. Et là, justement, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que cette loi du marché. Je vais faire maintenant une parenthèse sur ce que c'est que le salaire selon le marché du travail. Alors, on va ici parler d'un terme que vous connaissez peut-être, c'est la loi de l'offre et de la demande sur le marché du travail. C'est une loi économique qui régit les principes libéraux. Lorsqu'on dit le marché fixe le prix ou le salaire, c'est justement de cette loi qu'on parle. Le principe, ça va être de fixer un prix d'équilibre qui permet de satisfaire toute l'offre et toute la demande. L'offre, c'est le graphique que vous avez à gauche, le graphique avec la courbe en rouge. L'offre, c'est les personnes ici qui recherchent un emploi. Donc là, on est bien sur le marché du travail. C'est les personnes qui recherchent un emploi, qui vont offrir leur force de travail. Vous voyez que c'est une courbe qui augmente. Pourquoi? Parce que plus le salaire proposé va être élevé, plus les personnes vont avoir envie de travailler, d'être embauchées. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une fonction croissante. Jusque-là, vous vous doutez, c'est logique. À droite, vous avez la courbe de demande. La demande, à côté, c'est les entreprises. Les entreprises qui demandent de la force de travail, qui ont besoin de cette force de travail des salariés. Et vous voyez que là, la courbe, elle diminue. C'est logique. Plus le salaire proposé va être élevé, moins les entreprises vont avoir envie d'embaucher. Forcément, les entreprises, elles veulent donner le salaire le plus bas possible. C'est pour ça que graphiquement, on a une courbe décroissante. Et en fait, le principe derrière, ça va être de mettre ces deux courbes ensemble. Et vous retrouvez, maintenant qu'on les a mises ensemble, la loi de l'offre et de la demande. Quand on les met ensemble, elles vont se couper au milieu à un salaire qui va représenter un salaire d'équilibre. À ce niveau de salaire, toutes les personnes qui veulent être embauchées à ce prix seront embauchées, et toutes les entreprises qui veulent embaucher à ce prix pourront embaucher. Ce qui fait que, alors ça c'est vraiment le point de vue libéral de l'économie, selon les libéraux, le chômage, il est forcément involontaire, parce que les personnes, elles font le choix de ne pas travailler parce que le salaire ne leur convient pas. Et uniquement ça. Et en fait, le SMIC, il va empêcher les salaires d'aller trop bas. Ce qui fait que ce mécanisme dit naturel que vous retrouvez sur ce graphique, il va être bloqué. Et c'est bloqué pour une raison, à cause des effets de la pauvreté dans le pays. Maintenant, on va venir vraiment au vrai revenu secondaire. On a fait le point de vue sur le SMIC. Maintenant, on va pouvoir parler des revenus de remplacement. Vous allez voir qu'on va utiliser les termes d'assurance et d'assistance. Là, on est sur les revenus de remplacement assurantiels. En fait, hormis les minima sociaux, que vous connaissez certainement et qu'on verra après, il existe des revenus qui sont gérés par la sécurité sociale, qui eux sont liés à la réalisation d'un risque social. Vous savez, tomber malade, perdre son emploi, partir à la retraite, c'est un risque social, attendre un enfant, etc. Tout ça, c'est des revenus qui sont financés par les cotisations sociales des travailleurs. Ces cotisations vont ouvrir droit à un revenu de remplacement en cas de réalisation du risque. Donc vous avez l'aide au retour à l'emploi, c'est le nom des allocations chômage. Si vous êtes au chômage, vous pouvez toucher des allocations. Si vous êtes malade, vous pouvez toucher des indemnités journalières de sécurité sociale. Quand vous partez à la retraite, vous pouvez toucher une pension de retraite, etc., etc. Pour pouvoir avoir droit à ces revenus de remplacement assurantiels, on parle bien du concept d'assurance, derrière il faut avoir cotisé. Et les cotisations, c'est ce qu'on vous enlève sur votre salaire. On parlera justement de ces cotisations plus loin dans le chapitre. Là, on est juste à présenter les différents revenus secondaires. Donc, on a vu les revenus de remplacement assurantiels, ceux de la sécurité sociale, qui vous offrent un minimum de revenus quand vous avez une interruption d'emploi. Maintenant, on va voir les minima sociaux assistentiels et non plus assurantiels. Alors, vous voyez que j'utilise le terme les minima, sans S, sociaux. Parce que c'est le pluriel latin du mot minimum. Un minimum, des minima.
C'est des revenus qui, eux, sont liés à ce qu'on appelle la redistribution verticale, on verra après. C'est une logique, cette fois, d'assistance. Il n'y a pas de « j'ai cotisé, donc j'ai le droit à ». Non, c'est simplement donner aux plus démunis les moyens de survivre malgré une absence de revenus. Alors, je vous ai mis toute une liste. Je ne vous demande évidemment pas de connaître cette liste par cœur, ni même à quoi ils correspondent. Le RSA, la prime d'activité, ces deux-là, par contre, on les étudiera en détail après. Mais voilà, vous avez aussi l'allocation de solidarité spécifique, d'équivalent retraite, la prime transitoire de solidarité, l'allocation temporaire d'attente, l'allocation pour demandeurs d'asile, l'allocation de parents isolés, l'allocation adulte handicapé, l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'allocation veuvage, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, le revenu de solidarité, etc. Attention, rappel, les allocations chômage et la pension de retraite, ce ne sont pas des minima sociaux. Voilà ce que c'est que les minima sociaux en tout cas. On étudiera après le RSA et la prime d'activité. Maintenant qu'on a vu ces revenus secondaires, qu'on a distingué les revenus secondaires qui viennent de la sécurité sociale, donc les revenus de remplacement assurantiels, on a aussi vu à l'instant les revenus de remplacement assistentiels, ceux vraiment qui servent à aider les plus démunis. On peut maintenant déterminer ce qu'on appelle le revenu disponible des ménages. Le revenu disponible d'un ménage, c'est le revenu qui est à disposition du ménage pour pouvoir consommer et épargner. Pour l'obtenir, vous prenez vos revenus primaires, tout ce qu'on a vu dans le grand A. Vous prenez aussi les revenus de transfert, donc les revenus secondaires, assurantiels et assistentiels, et vous enlevez les impôts, taxes et cotisations que vous devez payer. Vous trouvez le revenu disponible. Cette formule, il faut la connaître. Elle est impérative à connaître. Et on verra plus tard aussi le concept de reste à vivre, qu'on étudiera plutôt dans le chapitre 5, qui est aussi important à maîtriser. Voilà en tout cas pour cette première partie sur les revenus primaires et secondaires. Donc pour rappel, on a un petit peu vu ce que c'est que le partage de la valeur ajoutée. On a distingué les revenus primaires avec les revenus du travail, du capital et les revenus mixtes. Et on est venu ensuite sur les revenus secondaires, où on a parlé rapidement de la politique de revenus avec le SMIC. On a vu les revenus de remplacement assurantiels, ceux de la sécurité sociale, les différentes indemnités de sécurité sociale. Et enfin, les revenus assistentiels, les revenus qui sont donnés par l'État pour pouvoir venir en aide aux plus démunis, ce qui vous permet derrière de déterminer le revenu disponible d'un ménage. Grand 2, la redistribution. Alors là, il va y avoir pas mal de théories économiques, donc je m'excuse par avance, mais j'estime que c'est quand même important de connaître les deux grands points de vue que vous retrouvez sur la redistribution. Alors, première conception, on va voir la conception interventionniste, le cas de l'État-providence. Donc, qu'est-ce que c'est que l'État-providence? Les interventionnistes, eux, ils considèrent que l'État doit agir. Il est socialement équitable et économiquement efficace que l'État intervienne dans la formation ou la répartition des revenus. Ils considèrent en fait que le manque d'argent des ménages freine le développement économique. La politique de revenus, en fait, elle doit permettre aux exclus de s'intégrer dans la société et de devenir des vrais acteurs. Et ça réduit aussi les pathologies liées à la misère, comme la délinquance, la violence, les addictions. C'est des éléments qui sont liés à la misère, à la pauvreté. Ce n'est pas des éléments qui viennent juste parce que les gens sont foncièrement mauvais. Non. Pour eux, en fait, la redistribution des revenus va réduire ces pathologies liées à l'exclusion. Les personnes vont s'inclure dans la société et derrière, ça va augmenter la consommation. Et si la consommation augmente, les richesses du pays, et donc la redistribution en contrepartie, vont augmenter. De l'autre côté, vous avez les libéraux, ceux qui veulent ce qu'on appelle un État gendarme. Pour eux, en fait, la redistribution pénalise les individus, parce que d'un côté, les impôts risquent d'être trop forts, et que quand on atteint un certain niveau d'impôt, ça incite les gens à travailler moins, à frauder, à fuir le pays, etc. Donc les libéraux, ils veulent vraiment que l'État se cantonne au minimum. Sécurité intérieure, sécurité extérieure et justice. Ils considèrent que la redistribution rend l'exclusion sociale financièrement acceptable et encourage le travail dissimulé. Pourtant, si on essaie de mettre ces deux courants de pensée ensemble, voilà ce qui se passe. Donc on a les interventionnistes qui veulent que l'État intervienne pour redistribuer les revenus. Cette redistribution augmente la demande globale et diminue la misère. On va prélever plus aux riches pour donner aux plus pauvres. Ça ne met pas de pression sur les employeurs et donc le risque d'inflation et de chômage est quand même plus faible. Quand on dit qu'on ne met pas de pression sur les employeurs, c'est-à-dire on ne va pas les forcer à payer plus les salariés. Ça va être l'État qui va s'occuper de ce revenu supplémentaire.
Par contre, pour les libéraux, eux, ils considèrent que l'État il doit limiter son intervention, parce que vous connaissez peut-être cette phrase, trop d'impôts tue l'impôt. Si vous avez des taux d'impôts qui sont trop élevés, bah, ça fait fuir les gens. Voilà, ça c'est le principe libéral. Mais en fait, nous, dans l'Europe dans laquelle on est dans un mélange des deux, parce que on est dans une Europe qui est libérale, donc avec des politiques d'offres, etc., qui cherchent à aider les entreprises en priorité et non les ménages, mais qui laissent une place importante à la redistribution. Parce que, en fait, le modèle social de marché a été maintenu et même soutenu par les libéraux européens qui ont conscience, en fait, de l'importance du système de redistribution. Parce qu'ils ont connu la crise des subprimes en 2008, la crise du Covid-19 en 2020-2021, et sans la redistribution, on n'aurait pas tenu. Et donc les libéraux en ont totalement conscience et ils savent que, bah oui, l'État doit quand même redistribuer un minimum de revenus. Ça, c'est des éléments sur lesquels tout le monde est d'accord. Mais pour ça, il faut qu'on parle le budget de l'État. Alors, le budget de l'État, qu'est-ce que c'est? Il est composé de dépenses et de recettes. Les recettes, elles servent à financer les dépenses. Et parmi les recettes, on a ce qui s'appelle les prélèvements obligatoires. Prélèvements obligatoires, c'est les impôts, les taxes et les cotisations. Vous savez, ce qu'on retire des revenus primaires et secondaires pour trouver le revenu disponible du ménage. Et du côté des dépenses, on va avoir les achats publics, le paiement des intérêts de la dette, les prestations sociales, les subventions et les prêts, etc. On avait en 2020 plus de 1500 milliards de dépenses. Et vous voyez que les prestations sociales, elles représentaient 60% des dépenses de l'État. Alors, on va voir en fait le solde de ce budget, à quoi il correspond. La plupart du temps, malheureusement, vous voyez que les dépenses du budget de l'État sont supérieures aux recettes. Cette différence, c'est ça qu'on appelle le déficit public. C'est le solde négatif annuel des budgets de l'État, des collectivités locales et de la Sécu. En 2021, on était avec un déficit public de 161 milliards d'euros. Donc on avait 161 milliards de dépenses de plus que de recettes. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit ici? On se dit, ce déficit, il faut le résorber d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que les États vont emprunter. Et en fait, chaque année, à chaque fois que vous avez un déficit public, vous allez emprunter pour la différence. Et donc, il y a eu un emprunt en 2019, en 2018, en 2017, en 2016, en 2015, en 2014, etc., etc. Et quand vous mettez tous ces éléments ensemble, c'est ce qu'on appelle la dette publique. Et la dette publique, en 2021, c'était 2650 milliards d'euros. La dette publique, c'est l'accumulation des déficits publics qu'on finance par des emprunts contractés par l'État. Voilà ce que c'est que la dette publique. Il faut être capable de distinguer la dette publique et le déficit public. Chaque année, quand on fait un déficit public, on va emprunter pour pouvoir combler ce déficit. Et chaque petit emprunt, enfin petit, ça se compte 161 milliards d'euros quand même, tout ça mis ensemble, ça vous donne la dette publique. Voilà. Passons maintenant au cas de la redistribution. On va enfin expliquer ce que c'est que la redistribution et surtout les deux grands types de redistribution qu'on a déjà évoqués avant. Chaque type de redistribution représente un modèle social et tous les deux sont financés différemment et ont une finalité différente. Pour commencer, vous avez la redistribution verticale. Elle, c'est on va prélever des impôts et des taxes aux personnes les plus riches pour les redistribuer ensuite aux personnes les plus pauvres via les minima sociaux et la PUMA, la protection universelle maladie. En fait, l'assistance, c'est le principe de Robin des Bois. Alors, pour ceux qui ont déjà fait de l'économie, c'est le système beveridgien. Pour ceux qui n'ont pas fait d'économie avant ça, oubliez ce que je viens de dire. Mais dans tous les cas, voilà, la logique d'assistance, c'est le principe de Robin des Bois. On prend des impôts aux plus riches pour reverser des prestations sociales aux plus pauvres. Ça, c'est la logique d'assistance. Revenu de remplacement assistentiel qu'on avait vu, les minima sociaux, ça correspond à ça. De l'autre côté, on a la logique d'assurance, la redistribution horizontale, qui elle consiste à prélever des cotisations sociales aux personnes qui travaillent afin de les assurer contre des risques sociaux en cas de perte de revenus. Si on est malade, si on attend un enfant, si on devient invalide, si on a un accident du travail, si on part à la retraite, etc. C'est la logique d'assurance. C'est la redistribution horizontale. Ici, on ne va pas parler de Robin des Bois, c'est plutôt le principe d'un pot commun. Toutes les personnes qui travaillent mettent un peu d'argent dedans,
Et à chaque fois que quelqu'un en a besoin, la sécurité sociale va piocher dans ce pot commun pour pouvoir financer la maladie, le chômage, etc. des personnes. Maintenant, on va donc étudier chacun de ces deux types de redistribution. On va commencer par la redistribution verticale. Le cas du système ici beveridgien, pour reprendre le terme, c'est celui qui va toucher le plus les travailleurs sociaux quand ils sont avec les usagers. On va tout d'abord distinguer les principales ressources de ce modèle, que je vous mets ici, puis on ne va pas à nouveau réexpliquer tous les minima sociaux parce que ça ne sert à rien, on va plutôt parler en détail de trois prestations fondamentales, le RSA, la prime d'activité et la PUMA. Alors pour ce qui est des ressources de la redistribution verticale, on l'a dit avant, c'est les impôts et les taxes, qui sont prélevés par l'État auprès des agents économiques, et il y a des tas de classifications d'impôts, et chaque impôt appartient à plusieurs catégories. Voilà, je vous les ai mis ici, la différence entre un impôt synthétique et analytique, entre un impôt proportionnel et progressif, cette distinction elle est importante. Un impôt proportionnel, son taux ne variera pas avec le revenu de la personne, un impôt progressif, son taux va varier avec le revenu de la personne. Un impôt direct, c'est un impôt qui est prélevé directement par le fisc, et un impôt indirect, il est prélevé par un intermédiaire. On a aussi l'impôt sur le revenu, qui dépend du revenu, et l'impôt sur la dépense, qui dépend de l'argent qui a été dépensé. Après, bon, distinction, impôt sur le travail, impôt sur le capital, impôt national, impôt local. Voilà, bon, tout ça, ce n'est pas les éléments les plus importants à connaître. Par contre, ce qui est important, ce qui peut être important de savoir, c'est les chiffres clés du budget général de l'État. Il faut savoir qu'en 2022, il était prévu 454 milliards d'euros de dépenses et 310 milliards d'euros de recettes. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a une différence. On avait, par exemple, 97,5 milliards d'euros pour la TVA. Donc vous voyez que la TVA représente 31% des revenus. Ensuite, 26% correspond à l'impôt sur le revenu, 13% l'impôt sur les sociétés, et après vous avez plein d'autres contributions fiscales, la taxe intérieure sur la consommation et les produits énergétiques, des recettes non fiscales, etc. Retenez surtout que la ressource principale, l'impôt principal en France, c'est la TVA. Vient ensuite l'impôt sur le revenu, puis l'impôt sur les sociétés. C'est vraiment les trois impôts les plus importants. Mais là, j'ai raconté que la moitié. L'État a récupéré de l'argent. Maintenant, il faut le redistribuer. On va commencer par parler ici du RSA. C'est l'allocation la plus connue. Le RSA, il assure un minimum de revenus. Il va varier selon la composition du foyer. Il est ouvert aux 25 ans et plus. Et dans certains cas, à partir de 18 ans, quand on est parent isolé ou quand on justifie d'une certaine durée d'activité professionnelle. Alors, vous ne devez pas connaître évidemment le calcul par cœur, surtout qu'il est compliqué. Il dépend d'un montant forfaitaire qui va varier selon la composition du foyer. Par exemple, une personne seule, le montant forfaitaire de base, c'est 575 €. Pour un couple avec un enfant, c'est 1035 €. Voilà. Et de ce montant forfaitaire, on va retirer les ressources du foyer qui sont prises en compte. Donc la moyenne mensuelle des ressources des 3 derniers mois, un forfait logement si on touche des aides au logement ou si on est hébergé gratuitement, etc. Et tout ça, il faut le déclarer tous les 3 mois. On ne va pas rentrer dans le détail. Vient ensuite la prime d'activité. Alors en fait, la prime d'activité, elle remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi. En fait, à l'époque, le RSA, il était divisé en deux. Il y avait un RSA socle et un RSA activité. Le RSA socle, c'était pour globalement pour tout le monde. Et le RSA activité, c'était un bonus pour les personnes qui travaillent. Et en fait, on s'est rendu compte que vu que le RSA devait être un minimum social, le RSA activité, ça n'était pas logique, il ne fallait pas le mettre dedans. Donc, on a créé à la place la prime d'activité à part. Tous les salariés et fonctionnaires de 18 ans ou plus peuvent en bénéficier sous certaines conditions. Il faut avoir une activité professionnelle, il faut toucher des revenus modestes et résider de manière stable et effective en France. Principe de calcul, c'est assez proche du RSA avec un peu plus d'éléments. On part d'un montant forfaitaire plus 61% des revenus professionnels plus des bonifications complémentaires. Rentrons pas dans le détail. Et on retire de nouveau les ressources prises en compte par le foyer. Alors que ce soit pour le RSA ou la prime d'activité, je vous le dis pour ceux qui sont en train de m'écouter, allez sur internet et allez regarder un petit peu les simulateurs, parce que dans certains cas, vous pouvez découvrir que vous pouvez avoir droit à la prime d'activité. Vous vous dites, ah, je suis étudiant, mais je travaille quand même à côté. Non, j'ai sûrement pas droit à la prime d'activité. Vérifiez quand même.
allez chercher sur, par exemple, le site servicepublic.fr ou même taper simulateur prime d'activité sur votre moteur de recherche et chercher. Parce que potentiellement, parfois, vous pouvez avoir des surprises et découvrir que vous pouvez toucher quelque chose. Et on le verra plusieurs fois en économie-consommation, le problème principal dans la pauvreté des ménages, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils ont droit à quelque chose. Voilà pourquoi. Et on finit ici sur la PUMA. Donc la PUMA, elle existe depuis 2016 et elle garantit à toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière un droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de sa vie. La PUMA, elle permet aussi de rester dans le même régime d'assurance maladie, même quand on perd son activité ou quand on change de situation personnelle, pour éviter les périodes de rupture de droit dans la vie. Donc pareil, c'est quelque chose, vous pouvez chercher les conditions sur Internet et voir si vous pouvez y avoir droit. Maintenant, on peut passer au cas de la redistribution horizontale. Donc on va finir par ça. C'est ce qu'on appelle la protection sociale. Donc pendant que les personnes travaillent, elles payent des cotisations sociales sur leur salaire, à la sécurité sociale, et en cas d'interruption d'emploi, en cas de risque social, la Sécu va verser des prestations aux personnes. Donc d'où viennent les ressources de cette redistribution? Elles viennent des salaires des personnes. Donc je vous ai mis un petit exemple ici d'une fiche de paye. Vous voyez qu'il y a un salaire brut tout au-dessus, 3 664,79 €. Et vous voyez que tout en bas, net à payer avant impôt sur le revenu, 3 082. On a perdu quasiment 600 €. D'où viennent ces 600 €? Eh bien, ces 600 € viennent de toutes ces petites cotisations qu'on vous retire. Donc vous voyez que du côté salarial, le côté patronal, c'est ce que les employeurs payent, donc ça, en tant que salarié, ça ne vous concerne pas. Vous voyez qu'il y a de la cotisation retraite, qu'il y a la CSG, la CRDS, etc. Et il y a une exonération aussi, mais ça c'est à part. Mais en gros, tout ça, ça correspond vraiment à ce qu'on appelle un salaire différé. C'est de l'argent qu'on vous prend, certes, maintenant. Ah là là, vous ne touchez pas 3 600 €, mais 3 000 €, dans ce cas-là uniquement. Mais en contrepartie, si vous avez un risque social qui arrive, si vous êtes malade, si vous attendez un enfant, si vous avez un accident du travail, eh bien, même si vous ne travaillerez pas pendant une période, vous toucherez quand même des indemnités, vous serez quand même payé. C'est grâce justement à ces cotisations-là. Et en gros, par rapport aux ressources de la sécurité sociale, si on devait simplifier l'origine de ces ressources, on pourrait les simplifier par ce schéma-là. Vous avez 50% qui correspondent à des cotisations sociales, qu'elles soient salariales ou patronales, et 50% de ce qu'on appelle les impôts sociaux. Vous avez dû remarquer dans l'image précédente qu'il y avait la CSG et la CRDS. Alors la CSG, c'est la contribution sociale généralisée, et la CRDS, c'est la contribution pour le recouvrement de la dette sociale. C'est des impôts, mais qui servent à financer, ce n'est pas des cotisations, c'est vraiment des impôts qui servent à financer la sécurité sociale. Alors, je me permets de rajouter le coût de l'histoire drôle de la CRDS, la contribution au recouvrement de la dette sociale. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle a été créée en 1996, et au Parlement, on s'est dit, bon voilà, le trou de la sécurité sociale est trop important, on a un déficit beaucoup trop fort, il faut qu'on le finance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la CRDS pour aider à résorber le déficit, ensuite on va la supprimer. Voilà. On arrive dans les années 2010, le trou de la sécurité sociale est quasiment résorbé, donc la CRDS n'a plus vraiment de raison d'être. Et les parlementaires se sont dit, ah ouais, mais ça reste quand même une source de revenus supplémentaire, ce serait quand même dommage de la supprimer. Et finalement, elle n'a jamais été supprimée. Voilà globalement l'histoire drôle qui est liée à la CRDS. Elle devait rester uniquement quelques années le temps de résorber le trou de la Sécu. Finalement, c'est devenu permanent. Alors globalement, les ressources des redistributions, voilà comment ça se passe. On a des cotisations sociales d'un côté, donc cotisations santé, cotisations retraite surtout. Pour les salariés, il n'y a plus de cotisations chômage, c'est uniquement des cotisations patronales. Et ces cotisations plus la CSG et la CRDS, qui même s'ils sont pris sur le salaire, je vous le dis, c'est des impôts, pas des cotisations, ils permettent de financer la sécurité sociale, donc la redistribution horizontale. De l'autre côté, vous avez les impôts indirects et les impôts directs hors CSG-CRDS qui financent la redistribution
verticale de l'État, les dépenses, les prestations sociales, les minima sociaux de la sécurité sociale. Tout ça, c'est le fonctionnement des deux redistributions, les deux ressources, les deux grands types de ressources des redistributions. Du côté de la redistribution horizontale, donc de la sécurité sociale, parlons quand même rapidement des prestations. On avait 4 branches dans la Sécu, maintenant on en a une 5e. Les 4 premières branches, c'était famille, maladie, accident du travail, maladie professionnelle, retraite, et maintenant on a rajouté l'autonomie. La branche famille sert à aider les familles dans leur vie quotidienne et développe la solidarité envers les personnes vulnérables. En 2020, c'était 37 milliards d'euros de dépenses. La branche maladie, c'était pour permettre à chacun de se faire soigner selon ses besoins et toucher des indemnités en cas d'arrêt maladie. Là, par contre, on était sur quasiment 220 milliards d'euros de dépenses. Les accidents du travail et maladies professionnelles, c'était pour gérer les risques professionnels auxquels sont confrontés les travailleurs. On était sur 9,5 milliards d'euros de dépenses en 2020. La retraite, c'est pour la retraite, tout simplement. On était sur du 132 milliards d'euros de dépenses en 2020. Et pour l'autonomie, le principe, c'est de verser les prestations aux personnes en perte d'autonomie et aux structures qui les accompagnent. Là, pour 2020, on n'avait pas de dépenses parce que ce n'était pas encore actif en 2020. Voilà donc les deux grands types de redistribution. Les différents revenus, les différentes ressources de ces deux modèles de redistribution et les différentes prestations qui existent. On va maintenant finir, et ça ne va plus être très long, vous en faites pas, on est déjà à 41 minutes de vidéo, sur les limites de la redistribution. On va commencer par se poser la question, est-ce que la redistribution réduit les inégalités? Le premier problème qu'on a, c'est qu'on a un système fiscal qui est peu redistributif. Parce que notre système fiscal, il a une efficacité limitée du fait de la prédominance de la TVA. Alors là, le schéma que vous avez ici date, je l'ai créé avec des chiffres un peu plus vieux. Vous avez vu avant que la TVA, on était plutôt sur 31%. C'est juste que l'impôt sur le revenu a un petit peu augmenté dans sa part, on va dire. Et en fait, là-dedans, dans ces 4 principaux impôts, le seul impôt réellement progressif, c'est l'impôt sur le revenu. Et en fait, seuls les impôts progressifs permettent de créer une vraie redistribution, parce que les impôts progressifs, c'est ceux dont le taux augmente en même temps que les revenus de la personne. Et donc la fiscalité en France, elle est très peu redistributive. Ensuite, l'efficacité du système social. En fait, vu qu'on a une fiscalité qui est peu redistributive, logiquement, on se retrouve dans le cas où les revenus de transfert, donc le système de protection sociale, va avoir beaucoup plus d'effet que le système fiscal. Dans les faits, la fiscalité, elle ne contribue qu'à 35% à la réduction des inégalités, tandis que la protection sociale, c'est 65%. C'est logique, on le redit une 3e fois, comme ça rentre. Le système fiscal français manque de redistributivité, on va y arriver, parce que le seul impôt réellement progressif, donc qui réduit réellement les inégalités, c'est l'impôt sur le revenu. Tous les autres sont des impôts proportionnels qui donc ne dépendent pas du revenu de la personne. Troisième élément pour ces inégalités, c'est le cas de l'offre de services publics. La réduction des inégalités économiques, elle est également réalisée par l'accès universel aux services gratuits d'éducation ou de santé. Le service public de santé et la protection universelle maladie sont d'importants facteurs de redistribution, mais on a quand même un problème, tout le monde ne peut pas souscrire à une bonne mutuelle complémentaire. Donc, c'est quand même pas parfait. Du côté de l'éducation publique, pareil, le caractère redistributif est plus limité parce que, qu'on le veuille ou non, l'origine sociale des élèves a encore un impact très important sur leur niveau d'études. Le parcours des enfants de milieux favorisés est globalement bien meilleur que pour ceux d'enfants issus de milieux modestes. Donc tout ça, c'était pour montrer que malgré la présence de la redistribution, les inégalités pourraient être réduites quand même un peu plus que ça. Deuxième élément, les indicateurs de pauvreté qui indiquent que la pauvreté est encore très présente. Déjà, on va parler du concept de pauvreté monétaire. En fait, pauvreté monétaire, c'est celle que vous connaissez tous, je pense. C'est quand on parle du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est le revenu en dessous duquel un ménage est considéré comme pauvre.
Depuis 2019, c'est à peu près 1 102 € par mois. Pour le calculer, selon l'INSEE, donc uniquement en France, on prend 50% du revenu médian. Souvenez-vous de ce que c'est que le revenu médian, on l'a vu en début de chapitre. Pour Eurostat, donc c'est, on va dire, l'organisme européen qui s'occupe des statistiques économiques, lui, il utilise 60% du revenu médian. C'est un détail, évidemment. Depuis 2004, le nombre de personnes pauvres progresse de nouveau, passant de 12,6% en 2004 à 14% en 2017, soit une augmentation de plus d'1 million de personnes. Et vous vous en doutez, la crise du Covid-19 a fait monter ce taux beaucoup plus fort. En 2021, on est à 18,46%. Et c'est à noter que c'est surtout les familles monoparentales qui sont touchées par ça, avec un taux de pauvreté de près de 33%. Donc ça veut dire qu'un tiers des familles monoparentales sont sous le seuil de pauvreté. Ça, c'était pour la pauvreté monétaire. C'est les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. On a ensuite la pauvreté administrative. Alors celle-là, pour le coup, c'est la plus simple. C'est la pauvreté reconnue comme telle par l'administration. C'est simplement le nombre de personnes sans ressources, donc qui touchent un minimum social. Si vous êtes une personne qui touchait un minimum social, vous êtes considéré comme étant dans la pauvreté administrative. En 2019, il y avait 7 millions de personnes. On voit ensuite la pauvreté en conditions de vie, qu'on appelle aussi la privation matérielle et sociale. Alors, dans cette pauvreté-là, vous êtes considéré comme pauvre si vous ne pouvez pas couvrir les dépenses liées à au moins 5 éléments de la vie courante parmi cette liste de 13. À savoir, si vous avez eu des arriérés de loyer, d'un loyer, d'un emprunt hypothécaire ou de facture d'énergie dans les 12 derniers mois, si vous avez des difficultés, si vous ne pouvez pas couvrir vos dépenses pour chauffer votre logement, pour faire face à des dépenses imprévues, pour remplacer des meubles abîmés, pour avoir des activités de loisirs régulières, pour consommer de la viande ou une autre source de protéines au moins tous les 2 jours, pour dépenser une petite somme chaque semaine pour soi-même, pour acheter des vêtements neufs en remplacement de vêtements abîmés, pour se réunir avec des amis ou la famille autour d'un verre au moins une fois par mois, pour posséder au moins 2 paires de chaussures, pour posséder une voiture personnelle, pour s'offrir une semaine de vacances hors logement et pour avoir accès à Internet pour un usage privé. Évidemment, c'est dans le cas où vous ne pouvez pas couvrir les dépenses. Par exemple, mon cas, je ne possède pas de voiture personnelle, mais parce que je n'ai pas le permis. Voilà, il n'y a pas une histoire de dépenses derrière. Mais s'il y a 5 éléments là-dedans dont vous ne pouvez pas couvrir les dépenses, vous êtes considéré comme étant pauvre en conditions de vie. Vous êtes considéré comme étant en privation matérielle et sociale. En 2019, c'était 13,1% de la population qui était dans cette situation. Parlons donc globalement de la pauvreté aujourd'hui mesurée par le BIP 40, donc le baromètre des inégalités et de la pauvreté. Selon ce baromètre, la pauvreté aujourd'hui, elle s'accentue, avec une pauvreté plus jeune, plus citadine et malheureusement plus sévère. On est victime d'exclusion par la santé et le travail précaire, par le logement précaire voire indécent, et par les carences de formation et d'éducation. On a 7% de la population de 18-65 ans qui serait illettrée aujourd'hui, soit 2,5 millions de personnes. Voilà pour la pauvreté. Et on finit en moins d'1 minute, ça fera une vidéo de 50 minutes, sur les difficultés de financement de la protection sociale. On en a déjà parlé, le trou de la Sécu. Les comptes de la sécurité sociale présentent un déficit chronique depuis les années 90, donc des dépenses supérieures aux recettes. En 2019, il s'élevait à 5,4 milliards d'euros. En 2020, il est passé à 38,6 milliards d'euros et 41 milliards en 2021. Vous vous doutez que le Covid est passé par là. Les raisons du déficit, c'est une insuffisance des recettes, parce que la croissance est faible, donc on n'arrive pas à augmenter nos recettes. La population vieillit, donc les dépenses augmentent, et en plus, les techniques médicales s'améliorent et sont de plus en plus chères. Voilà un petit peu tous les infos, tous les éléments qu'on peut prendre en compte pour trouver les difficultés de financement de la protection sociale. Voilà, donc ce chapitre est long, les autres chapitres seront honnêtement tout aussi longs, on va quasiment être sur des vidéos d'1 heure quasiment à chaque fois. J'essaye de faire en sorte de mettre du chapitrage sur les vidéos pour pouvoir au moins vous le faire par grand 1, grand 2, grand 3, pour que vous ne soyez pas obligé de vous prendre des vidéos de 50 minutes à chaque fois. Mais voilà, donc voilà pour le chapitre sur les revenus des ménages. On va voir ensuite la consommation puis l'épargne des ménages. Moi sur ce, je vous souhaite
une bonne journée, de bonnes révisions. Non, c'est l'inverse que je dois dire, c'est de bonnes révisions et une bonne journée.